À la fin de l'épisode traitant du Silurien, nous avons laissé une planète où les continents n'abritaient encore aucune vie, mis à part le littoral où la vie végétale et animale avait commencé à coloniser les terres émergées. Bien le bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'âge des poissons. Le Dévonien, l'époque où les vertébrés à épines dorsales deviennent les maîtres des mers, et où certains d'entre eux s'aventurent sur la terre ferme. Un petit pas pour les tétrapodes, un bond de géant pour les vertébrés. Le Dévonien débute donc suite au Silurien. À 2-3 millions d'années près, nous sommes il y a 419 millions d'années. Et celui-ci s'étale sur environ 60 millions d'années. Par ailleurs, le Dévonien est divisé en 3 époques nommées de façon originale, inférieure, moyen et supérieur. Époques elles-mêmes divisées respectivement en 3, 2 et 2 étages. Au nom, vous vous en doutez si vous suivez les épisodes, des noms toujours imprononçables. Je tente, avec mon accent du nord de la Méditerranée. Locovien, Pragien, Emsien, Éphélien, Givétien, Phrasnien, Famélien. Et à propos du Dévonien, il doit son nom à une région du sud-est du Royaume-Uni, le Devon, où furent retrouvées des strates géologiques de cette période. C'est de nouveau Roderick Murchison, cette fois-ci avec son confrère géologue Adam Sedgwick, qui proposeront cette appellation. Du côté géologie, la planète est toujours recouverte en partie par l'immense océan Pantalassa. Ainsi, durant le Dévonien, le supercontinent Proto-Gondwana, qui autrefois englobait la majeure partie de l'hémisphère sud, glisse lentement mais sûrement vers le nord. Ce qui l'amènera inexorablement à percuter plus au nord le jeune continent Laurussia, formé au cours du Silurien. Ainsi, dès la fin du Dévonien, les deux continents s'apprêteront à s'unir pour former dès le début de la période suivante, le Carbonifère, un seul et unique supercontinent, la future Pangée. Un dernier détail. En l'absence de calotte glaciaire au début du Dévonien, la planète bénéficie d'une température relativement chaude, aux alentours de 25-30 degrés. Cependant, comme nous allons le voir, la prolifération de la végétation, qui absorbe une grande quantité de CO2, entraîne un rafraîchissement. Aussi, au cours du Dévonien moyen, la température globale, bien que toujours clémente, sera en baisse, puis s'élèvera de nouveau vers la fin de la période. En bref, il fait chaud. Bien, le cadre est planté, voyons ce qui s'y passe. Le Silurien n'ayant connu aucune extinction de grande ampleur, la dernière datant de la fin de l'Ordovicien, plus de 20 millions d'années se sont passées en toute quiétude. Aussi, dans le vaste océan Pantalassa, et plus précisément dans les hauts fonds bordant les continents, la vie animale s'épanouit. Et dire que la biodiversité est florissante est un doux euphémisme. Les récifs coralliens s'étendent sur des millions de kilomètres carrés, de véritables écosystèmes peuplés d'éponges, de brachiopodes, de crinoïdes, de trilobites, de mollusques céphalopodes et bien d'autres encore. À quelque chose près, on retrouve plus ou moins les espèces du Silurien. Trilobites, arthropodes marins, nautiloïdes et bien entendu, les poissons. Cependant, on remarque certains changements morphologiques chez ces derniers. Les poissons ont évolué. En effet, les ostracodermes, premiers poissons sans mâchoire apparus au Silurien, vont devoir laisser le devant de la scène, si je puis dire, aux nouveaux venus, les placodermes. De leurs cousins les ostracodermes, les placodermes ont conservé leur armure, leur blindage de plaques osseuses recouvrant la partie antérieure de leur corps. De plus, désormais, ils sont équipés de mâchoires. Fini les pauvres poissons benthiques cloués au plancher océanique cherchant à échapper aux terribles scorpions de mer, les euryptérides. A l'aide de ces nouvelles mâchoires, ils découvrent une nouvelle dimension, la hauteur. Ils peuvent désormais évoluer dans la colonne d'eau, ce qui fait de eux les premiers poissons pélagiques. Bien que leur nageoire leur ouvre des nouvelles perspectives, ce qui va réellement changer la donne, c'est l'autre changement morphologique, la mâchoire. Une mâchoire articulée. Il s'agit d'une mâchoire osseuse dépourvue de dents. Néanmoins, pour certains d'entre eux, elles sont munies d'excroissances osseuses aux arêtes bien tranchantes. Terminée l'époque où les poissons aspiraient leur nourriture sur les fonds marins. Désormais, armés et dangereux, les poissons placodermes deviennent rapidement des prédateurs de tout premier plan, chassant tout ce qui passe à leur portée. Ce qui est le cas des célèbres Dunkleosteus. Ils deviennent les super prédateurs du moment.
et ils le resteront jusqu'à la fin du Dévonien. Pour le plus grand malheur de notre groupe de poissons qui viennent d'apparaître, les chondrichtiens, ou poissons cartilagineux, les ancêtres des requins quoi. Eux aussi auront leur heure de gloire, mais plus tard. Au cours de l'épisode traitant du silurien, je vous ai présenté mon arbre phylogénétique méga simplifié. Tout en haut se trouvent les gnatostomes, les animaux à mâchoire comme les placodermes que nous venons de citer. À gauche, les poissons cartilagineux, les chondrichtiens que nous venons juste de mentionner. Puis à droite, la branche plus fournie des poissons osseux, les ostéichtiens, ainsi que les deux classes qui en découlent. Eh bien, c'est durant le Dévonien que ces deux dernières classes vont faire leur apparition. Il s'en passe des choses au Dévonien. Il faut dire que sans crise majeure, la biodiversité s'épanouit avec engouement. Bref, revenons à notre tableau. Les ostéichtiens engendrent donc deux classes de poissons. D'une part, les poissons à nageoires rayonnées, ou poissons à arêtes, les actinoptérygiens, qui constituent encore aujourd'hui plus de 29 000 espèces, soit 50% des vertébrés. Et d'autre part, nos très lointains ancêtres, les poissons à nageoires charnues, les premiers sarcoptérygiens. Il s'agit de poissons qui, outre les branchies, sont munis de poumons, ce qui leur confère la faculté de respirer à l'air libre, dans un premier temps durant de courtes périodes. Ce ne sont pas encore des tétrapodes, mais ils y ressemblent. Ce sont des tétrapodomorphes, tels Eusthenopteron ou encore Ineria, connus par la plupart d'entre nous grâce au superbe documentaire de la BBC sur la Terre des Géants. Et comme on peut le constater dans ce documentaire, bien que massif, cet énorme poisson de 3-4 mètres pour pratiquement 2 tonnes avait, semble-t-il, la faculté, que dis-je, la force de se hisser sur les berges grâce à ses nageoires charnues, pour chasser un tétrapode plus évolué, en l'occurrence Inerpeton. Mais pour le moment, laissons de côté les tétrapodes, nous y reviendrons un peu plus tard, dans quelques millions d'années. Intéressons-nous à la terre ferme. Les premières végétations rampantes de la fin du Silurien cèdent peu à peu la place à une végétation plus évoluée, comme les fougères ou les lycopodes. Lycopodes qui du reste sont jugés par certains comme étant les premiers végétaux arborescents. Depuis la formation de la Terre, c'est la première fois que la végétation continentale est luxuriante. Les températures sont chaudes et humides, de minuscules insectes prolifèrent, et ils sont les seuls habitants terrestres. En l'absence d'herbivores sur les continents, au cours du Dévonien, la conquête de la Terre par les végétaux tourne rapidement à la colonisation. Ainsi, on voit apparaître les premières forêts. La végétation est luxuriante et diversifiée, et dès la fin de cette période, les premières plantes à feuilles larges font leur apparition, ce qui, via la photosynthèse et l'oxygène qui en résulte, contribuera à enrichir l'atmosphère de la planète en dioxygène. Pour se prémunir des prédateurs, certains poissons se réfugient dans les rivières, dans les mangroves, les lagunes ou encore les marécages, dans une eau saumâtre peu profonde où s'entremêlent un grand nombre de racines, de feuilles mortes et autres végétations en décomposition. Alors certes, dans cet environnement relativement exigu, l'animal est à l'abri des prédateurs qui rôdent non loin dans les eaux vives. Mais ces nageoires ne lui sont pas d'une grande utilité. Cependant, en les utilisant différemment, elles permettent à l'animal de s'accrocher en cas de courant, de se frayer un chemin à travers les racines ou en aplatissant les feuilles mortes dans la vase. C'est donc avec le temps que l'animal va s'adapter à son environnement. Et en quelques millions d'années, ces poissons voient leur corps changer, leur morphologie s'adapter et leurs nageoires muter, en sorte de protopathes, bien plus efficaces dans cet environnement chaotique. Enfin, vers la fin du Dévonien, au cours de l'étage du Phrasnien, celui-là il est facile à dire, apparaissent les tout premiers tétrapodes, à l'image de Tiktaalik, découvert en 2004 dans l'Arctique canadien. Tiktaalik est une belle bestiole pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres de long, et puisqu'il évolue dans une faible quantité d'eau, pour garder son corps immergé, son corps et sa tête se sont aplatis. Les os saumâtres sont pauvres en oxygène, ce qui amène l'animal à venir respirer en surface. Aussi, les narines et les yeux se placent-ils au-dessus de la tête, de façon à pouvoir respirer sans avoir sortir la tête hors de l'eau, à l'image des crocodiles actuels. Et à vrai dire, ils occupaient exactement la même niche écologique que nos crocodiliens. Bon, je vous passe les détails de son anatomie interne, du genre poumons ou squelettes, qui eux aussi ont évolué. Bref, Tiktaalik n'est plus un poisson,
Mais ce n'est pas non plus un véritable tétrapode. Pour être exact, c'est un tétrapodomorphe. Il a la morphologie d'un tétrapode sans en être un pour autant. Il se situe entre le poisson et le tétrapode. C'est en quelque sorte, mon Dieu, je vais pas dire ça, un chaînon. Non. C'est une espèce aux caractéristiques anatomiques intermédiaires entre les poissons et les tétrapodes. Il possède une mosaïque de caractères morphologiques qui fait de lui un parent très proche des tétrapodes. Un taxon frère des tétrapodes. Quoi qu'il en soit, Tiktaalik possède un cou qui semble mobile, des poignets et des rayons dermiques de ses nageoires s'apparentent à des doigts. Ce qui lui permet, tant bien que mal en cas de crise majeure, de pouvoir passer d'une mare à une autre en rampant ou en se tortillant. Cependant, il peut respirer en surface aussi bien que dans l'eau. Une trentaine de millions d'années passent, ce qui nous amène au Dévonien supérieur. C'est maintenant que rentrent en scène les premiers tétrapodes stégocéphales. Dans un premier temps, les tétrapodes, tout comme Tiktaalik, sont exclusivement aquatiques. Exceptionnellement, ils peuvent sortir de l'eau. Mais ils restent tout de même majoritairement aquatiques. C'est le cas d'Ichthyostega. Ichthyostega est un gros lourdeau d'environ 1,50 m qui est considéré comme un des liens de transition les plus importants entre les vertébrés marins et les vertébrés totalement terrestres. Mais pour voir réellement un tétrapode se déplacer sur la terre ferme, il faudra attendre l'arrivée d'Acanthostega. Plus petit que son cousin et bien plus svelte, Acanthostega mesure environ 60 cm. Mais ne vous y trompez pas, hein, tous les tétrapodes n'étaient pas petits. Pour preuve, dans le sud de la France, on a retrouvé des morceaux de crâne d'un tétrapode datant du Carbonifère qui permet d'évaluer la taille du monstre à plus de 6-7 mètres. Aussi gros, voire plus gros qu'un crocodile marin. Bref, Acanthostega est un petit tétrapode qui fera un grand pas. En effet, ce serait lui le véritable Neil Armstrong des tétrapodes stégocéphales. Et durant les millions d'années à venir, Acanthostega et ses descendants feront des allers-retours de la mer à la terre, de la terre à la mer, jusqu'à devenir des vertébrés complètement terrestres. Si vous voulez qu'on vous explique la sortie des eaux, allez donc jeter un œil par ici. De vrais scientifiques vous l'expliqueront bien mieux que moi. Entre-temps, les scorpions, eux aussi, sont sortis de l'eau et sont rapidement rejoints par les araignées. Ils seront bientôt les maîtres sur Terre. Alors il faudrait finir en beauté. Fatal. Nous sommes à la fin du Dévonien, bientôt le Carbonifère, et voilà que plus de 80 millions d'années ont passé sans d'une petite extinction. Alors cette fois-ci, je ne rentrerai pas dans le détail. Primo, parce que c'est toujours pareil, tout le monde ou presque meurt à la fin. Ça me rend triste tous ces animaux qui sont morts. Deuxio, parce que j'en ai marre de raconter les extinctions, ça me fait déjà 4. Troisio, ce sont pour la plupart que des théories bien souvent d'origine nord-américaine et bien souvent capillotractées. Quatrio, bon bref, des vidéos sur le sujet, il y en a un veux-tu en voilà sur YouTube. Alors pour le coup, la théorie la plus répandue serait, notez le conditionnel, d'origine volcanique sous-marine. En gros, la Terre s'ouvre sous les flots, déversant de la lave en veux-tu en voilà, des gaz surchauffés sont expulsés des profondeurs de la Terre, l'eau se met à bouillir, les tremblements de terre sous-marins détruisent les récifs, les éruptions démesurées crachent des milliers de tonnes de roches en fusion, qui se déversent dans les océans, les animaux sont littéralement bouillis, puis c'est l'anoxie. L'oxygène vient à manquer et l'océan s'étouffe. On agrémente ça avec quelques impacts météoritiques pour le côté hollywoodien. Bref, comme je vous l'ai dit, c'est plus ou moins toujours la même chose. Les gaz empoisonnent l'atmosphère, les températures augmentent, les courants océaniques s'arrêtent, la température de l'eau augmente aussi, le ciel s'assombrit, puis c'est l'hiver volcanique. Les températures remontent, le plancton y meurt, la chaîne alimentaire elle explose, bref c'est l'Armageddon, l'enfer sur terre, l'hécatombe, l'Holocauste. Ouf. Le salut viendra des végétaux. La végétation, gourmande en CO2, fera le ménage dans l'atmosphère tout en produisant de l'oxygène, ce qui peu à peu stabilisera les températures. Et puis tout finira par revenir à la normale. La végétation est désormais omniprésente sur le globe. Les températures sont tropicales et nous sommes il y a 360 millions d'années en arrière. Nous sommes au Carbonifère. Bon, ben le Dévonien, voilà, ça c'est fait. J'espère que vous aurez apprécié, car ce fut
Assez difficile de concentrer autant de choses en quelques minutes. Alors ne perdez pas de vue que tout ce que je vous raconte sont des théories susceptibles d'être remises en question à tout moment. Il suffit de découvrir le fossile en question pour que tout soit remis en cause et qu'une nouvelle théorie voit le jour. Ainsi vont les sciences, c'est ainsi qu'elles avancent et que nous complétons nos connaissances. Alors je ne pouvais pas vous parler du Dévonien sans mentionner le bouquin de Sébastien Steyer. Si vous êtes intéressé par ce qui s'est passé à cette période, et les autres, La Terre avant les dinosaures, c'est un incontournable. Un bouquin superbement illustré par Alain Beneteau. C'est toute l'histoire des tétrapodes. Bon, vous me direz, le père Steyer, c'est un spécialiste de la chose. Hein. Voilà. Par ailleurs, bon ben écoutez, je voudrais vous dire merci, puisque nous sommes bientôt 3000. Qui l'eût cru l'année dernière, à la même époque, qu'un jour j'aurais 3000 abonnés? Ça me paraît, c'est inconcevable. Enfin, nous y sommes, alors je vous dis vraiment merci. Je remercie aussi mes 3 premiers tipeurs, que leur nom m'a défini quelque part par là. Alors voilà, hein, génial, super, merci. Hein. Donc continuez, likez, partagez. Si vous voulez aider à soutenir la chaîne, vous connaissez Tipeee. Enfin voilà quoi. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye.